J'ai envie de parler du livre intitulé « Un monde sans prison » d'Albert Jacquard. Ça m'a beaucoup intéressée, ça m'a amené surtout à réfléchir à la responsabilité morale et à faire plusieurs lectures ensuite sur la question du déterminisme, la question métaéthique du libre arbitre. J'en suis venue à me dire qu'il y a tellement de déterminants biologiques, mais surtout sociaux au comportement humain, qu'on peut se demander à quel point est-ce qu'on est responsable de nos actes et à quel point des peines comme les peines d'emprisonnement sont pertinentes. Plutôt que de me dire, bon, notre comportement est déterminé, il n'y a plus de responsabilité morale, et à ce moment-là, il n'y a plus de morale du tout même. Ça m'a décomplexée au contraire par rapport à la morale. J'ai eu l'impression qu'on pouvait dorénavant réfléchir à ce qui cause du tort aux autres, à ce qui relève de l'injustice, sans être tout le temps dans le blâme et dans l'accusation de l'autre. Donc j'ai eu l'impression qu'il s'agissait plutôt de s'aider à se motiver, à comprendre les effets de nos actions sur les autres, à essayer de se motiver et à se déterminer en quelque sorte à mieux se comporter. Si ce livre-là, lu en 93, continue de m'accompagner aujourd'hui, oui, d'une certaine manière, parce que la responsabilité morale et même les réflexions que ça a entraîné chez moi par la suite sur le libre arbitre et le déterminisme, c'est quand même au cœur de mes recherches. J'en parle dans ma thèse et je trouve que ce sont des réflexions qui sont très importantes pour penser non seulement la peine, mais les intérêts des autres et la justice en général. Giroux. Valérie Giroux, vous avez écrit avec Renan Larue, Le que sais-je du véganisme. C'est une collection très connue, 128 pages maximum, une condition qu'on donne à tous les auteurs. Et donc, dans votre livre, vous abordez le véganisme sous toutes ses coutures. Vous dites que le véganisme vit en ce moment un mouvement favorable. Quelles sont les sources favorables au véganisme aujourd'hui? En suivant Norbert Elias, qui a développer ces idées-là, on assiste historiquement à une espèce de déplacement du seuil des sensibilités. En tout cas, on peut le penser depuis qu'on a créé des abattoirs, disons aussi, où on a relégué toute la violence qui est contre les animaux derrière des murs opaques et qu'on arrive donc à l'oublier. On se rend compte qu'il y a seulement une toute petite partie d'entre nous, quelques personnes seulement qui s'occupent de la mise à mort des animaux et qui est donc témoin de leur souffrance, de leur agonie. Alors tout le reste d'entre nous, bien, on est épargné de tout ça et on est déshabitué donc à vivre la violence. On n'abat pas nous-mêmes les animaux qu'on mange, très peu d'entre nous le font. Le rapport qu'on a aux animaux qui se retrouvent dans notre assiette, finalement, est super aseptisé. On se rend à l'épicerie, on achète une barquette avec une espèce de matière dont la forme rappelle à peu près pas l'animal de laquelle elle provient. On achète des cartons de lait sur lesquels il y a des images qui montrent des vaches qui broutent tout paisiblement dans le champ sous un beau soleil avec leur petit veau juste à côté. On est complètement déconnecté de ce qui se passe, de ce qui se trouve derrière les aliments que l'on consomme notamment. Et quand il y a des associations comme L214 en France, par exemple, qui diffusent soudainement des images qui révèlent le traitement des animaux, ce qui se trouve derrière tous les produits qu'on consomme, bien, on est complètement choqué, on est scandalisé parce qu'on est déshabitué, on est soudainement plus sensibilisé finalement à cette souffrance-là quand elle nous est rappelée.
Il y a d'autres facteurs, je pense, qui convergent aussi. La science nous a confirmé dans les dernières années à quel point les animaux sont sensibles, ils sont capables d'émotions diversifiées, ils sont intelligents, ils nous ressemblent beaucoup à plein de points de vue. La science nous a également appris qu'on n'était pas forcé de consommer des aliments d'origine animale pour être en bonne santé. Il y a des scandales alimentaires qui nous ont amenés à développer un peu de dégoût même pour certains, pour les aliments d'origine animale. Et finalement, les scientifiques nous ont également appris que l'élevage pour la viande ou le lait, c'est une des principales causes, en fait, des changements climatiques et de la crise écologique qu'on connaît. On dirait que tout converge finalement vers, qu'il y ait une espèce de prise de conscience, je pense, du problème de notre rapport avec les autres animaux. Et j'ai l'impression que à partir du moment où apparaissent des raisons je dirais anthropocentrées, comme les raisons qui relèvent de la santé, bien, on est soudainement plus ouvert peut-être à entendre les raisons ou les revendications des gens qui se préoccupent des animaux en tant que tels. On est soudainement plus ouvert aux arguments qui relèvent de l'éthique animale parce qu'on sent moins le besoin de rationaliser nos comportements. On est déjà en voie d'accepter qu'il va falloir de toute manière se comporter différemment dans nos vies quotidiennes. Et je pense que là, soudainement, ça prend un petit peu plus de place. On se sent moins menacé par le discours des animalistes. Et parmi les principes philosophiques du véganisme, il y a les droits animaux. Les droits animaux, c'est un concept qui a été subversif pendant un temps, qui l'est moins aujourd'hui. Et si je vous demandais, là, quel est le grand principe qui devrait faire en sorte que les animaux devraient avoir des droits? J'ai quand même envie d'y aller en deux étapes, c'est-à-dire que il y a plusieurs personnes, on en parle dans le que sais-je, justement, qui vont estimer que les membres de l'humanité ont plus de valeur morale que les autres animaux, mais que ça ne signifie pas pour autant qu'on est autorisé à les exploiter pour nos fins. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, si on est pris sur une île déserte et qu'il faut vraiment tuer un lapin, le manger pour survivre, c'est correct qu'on le fasse, mais que tant qu'on n'est pas sur une île déserte comme celle-là et qu'on peut éviter de contribuer à l'exploitation, à la souffrance, à la mort des autres animaux, il faut éviter de le faire. Maintenant, il y a plusieurs chercheurs qui vont aller beaucoup plus loin que ça et qui vont défendre l'égalité morale de tous les êtres sensibles et qui vont souvent partir d'un raisonnement, présenter un raisonnement antispéciste, c'est-à-dire qu'ils vont expliquer pourquoi la hiérarchisation morale des membres des différentes espèces, c'est pas justifiable d'un point de vue moral, ça ne se justifie pas. Et l'idée, c'est que l'appartenance à une espèce ou à une autre, c'est un fait biologique qui, en soi, n'a pas de pertinence morale, un peu comme la couleur de la peau, l'âge, le sexe. Ce sont des caractéristiques purement biologiques et on ne peut pas discriminer sur la base de ces seules caractéristiques-là, à moins d'avoir une raison moralement valable de le faire. Et ça, c'est ce qu'on appelle le spécisme, par analogie au racisme, à l'agisme, au sexisme. Mais ensuite, on parle aussi de spécisme indirect quand il s'agit d'essayer de hiérarchiser, encore une fois, les individus, non pas en fonction de l'appartenance à l'espèce en tant que telle, mais d'une autre propriété qui est typiquement associée à l'espèce. On peut penser à l'intelligence ou à la possession d'un langage symbolique, par exemple, chez les membres de l'espèce humaine, typiquement associés donc à l'espèce humaine. Certains vont dire oui, on a plus de valeur morale parce qu'on est plus intelligent, on a des capacités cognitives plus sophistiquées. Mais ces caractéristiques-là, encore une fois, elles ne sont pas pertinentes moralement quand il s'agit de discriminer entre ceux qu'on va accepter d'inclure dans la communauté morale des égaux et ceux qu'on va exclure de cette communauté-là. Puis la preuve en est qu'on refuse de le faire quand on est dans les affaires humaines, quand j'ai pas moins de valeur que vous parce que je suis moins intelligente que vous. J'ai les mêmes droits fondamentaux. On ne peut pas me discriminer pour cette raison-là. On se rend bien compte que c'est juste un mauvais argument et que ce qu'il y a de commun à vous et à moi et à tous les êtres humains à qui on accorde une égale valeur morale, c'est la sensibilité, c'est-à-dire la capacité de souffrir, d'éprouver du plaisir. Pourquoi c'est important, la sensibilité? Pourquoi ça, c'est une caractéristique biologique, mais pertinente moralement? C'est parce qu'à partir du moment où on est sensible, on a un point de vue subjectif sur le monde. On est conscient de ce qui nous entoure, on se soucie personnellement de ce qui nous arrive. Donc, on peut pâtir et c'est en ce sens-là qu'on a des intérêts qui comptent moralement, qui sont moralement significatifs. Or, il n'y a pas juste les êtres humains, tous les êtres humains qui sont sensibles, il y a aussi plein d'autres animaux, des animaux non humains et donc qui devraient être inclus dans la communauté morale eux aussi. C'est une section importante de votre livre. Vous parlez dans votre livre des mécanismes du déni qui permettent
on pourrait dire d'évacuer des émotions négatives engendrées par le réel. Et que ça, énormément de gens qui mangent de la viande, qui sont carnistes, utilisent ces mécanismes du déni quand vient le temps de s'alimenter. Ça ressemble à quoi, ces mécanismes-là? Je pense que ça nous vient d'un criminologue qui s'est intéressé en fait au phénomène connu de gens qui sont témoins des pires atrocités et qui pourtant disent n'avoir rien vu. On s'est intéressé à ceux qui, par exemple, habitaient tout près des camps d'extermination nazis, ou ceux qui passent sur la rue et qui ignorent une femme qui est carrément en train de se faire battre, ou à nous-mêmes qui vaquons ordinairement nos occupations alors qu'il y a plein d'enfants qui sont en train de mourir de faim à l'heure actuelle. On essaie de comprendre la manière, le mécanisme psychologique qui est en place et qui nous permet, dans le fond, de bloquer certaines informations, des informations qui sont insupportables en réalité, de manière à nous éviter de ressentir plein d'émotions négatives comme la culpabilité, l'angoisse, la colère, la tristesse. Et il y a une sociologue australienne qui a suggérer que ce même mécanisme-là du déni s'appliquait dans notre rapport à la violence contre les animaux et qu'on avait donc tendance à tout simplement nier, ignorer ce qui se passe dans les fermes et dans le fond dans les abattoirs, toute cette violence inouïe qui nous permet de pouvoir obtenir plein de produits et de services issus des animaux, de manière donc à ne pas se sentir coupable de continuer à consommer comme ce qu'on consomme comme on le fait. Et il y a, en plus de ce mécanisme du déni, qui est un mécanisme inconscient, il y a aussi d'autres, je pense, trucs psychologiques qui peuvent nous aider à composer avec la dissonance cognitive qu'entraîne le paradoxe de la viande. Le paradoxe de la viande, c'est cette idée-là qu'on contribue à causer énormément de douleurs, de souffrances, d'injustices aux animaux non humains sensibles, alors qu'on leur veut en fait aucun mal. Et ça nous procure, ça cause en nous un sentiment très, très déplaisant et une dissonance cognitive, donc qui est une émotion très déplaisante et qu'il faut surmonter de différentes manières pour arriver évidemment à pouvoir maintenir notre comportement. Sinon, on doit le changer et puis c'est embêtant quand même. Le véganisme. Donc, il y a une objection qui revient souvent. Ce serait celle de l'inefficacité du véganisme pour réduire la souffrance animale ou même la consommation, la production de viande tout court. Surtout à une époque où le commerce est mondialisé, est-ce que les boycotts ont un effet sur la production et l'exploitation animale? C'est une question qui m'intéresse beaucoup. On sait très bien que parce qu'on est extrêmement nombreux à consommer des produits et des services tirés des animaux, c'est un désastre pour les animaux pris individuellement, pour tous ceux qui sont exploités par ce système-là. On sait très bien par ailleurs que si une seule personne se prive de consommer des produits et des services issus des animaux, ça ne changera absolument rien. Les marchés ne réagiront jamais au changement de comportement, de consommation d'un seul individu, évidemment. C'est beaucoup trop complexe, c'est beaucoup trop gros et c'est, comme vous le dites, mondialisé. Donc, ça ne peut pas réagir comme ça. Maintenant, est-ce que ça signifie qu'on peut tout simplement se dire le véganisme ne fonctionne pas? Évidemment pas. D'abord, on peut décider de devenir végane et il y a plusieurs véganes qui le font par principe, en quelque sorte, pour éviter d'être soi-même complice de ce qu'on considère être moralement inacceptable. On peut décider de trouver important dans sa vie d'avoir un comportement qui est conforme à ses propres valeurs. Mais ensuite, surtout, quand on devient végane, on sait bien qu'on n'est pas seul. On joint en fait toute une communauté, tout un ensemble de personnes qui vont se comporter comme nous. Donc, on espère que s'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui refusent donc de consommer des produits et des services qui viennent des animaux, ça va faire en sorte, grâce au poids du nombre, qu'il y aura des effets concrets à nos choix de consommation. Alors, je dirais que le véganisme, parce que finalement, ça consiste à former un mouvement de justice sociale et politique, ça risque d'être efficace à moyen et à long terme. En tout cas, on ne peut pas mesurer son efficacité dès maintenant. C'est un peu comme ça pour tous les mouvements sociaux, je dirais. Évidemment, les premières féministes ont été ridiculisées, elles n'ont pas changé les choses immédiatement. C'est qu'à un moment donné, en maintenant la lutte et en rassemblant le plus de gens, de gens possibles qui s'identifient comme au mouvement, comme féministes, à un moment donné, il y a une occasion d'obtenir une petite avancée, et puis hop, une autre, et là, soudainement,
les choses peuvent avancer très rapidement. Et on peut espérer que c'est ce qui arrive un jour pour le véganisme. Je prends le vocabulaire qu'il y a dans votre livre. Mettre fin à l'assujettissement des animaux, renverser la suprématie humaine et, bien sûr, enclencher une sorte de libération animale. Et quand on y pense, le véganisme, c'est une théorie révolutionnaire. Vous êtes d'accord avec ça? Révolutionnaire, pourquoi pas, au sens où on propose une nouvelle vision du monde. Alors, ce serait un bouleversement anthropologique, certainement. Maintenant, puis aussi, il y a des penseurs qui vont dire qu'on ne peut pas espérer l'émancipation des animaux tant qu'on n'aura pas procédé à des changements fondamentaux dans nos institutions. Plusieurs vont dire qu'avant de se débarrasser du système capitaliste, on ne peut pas espérer vraiment libérer les animaux. Donc, on peut imaginer qu'à ce moment-là, ça prenne vraiment des changements très profonds dans notre organisation sociale. Mais si on pense qu'on peut venir à bout de l'exploitation animale à l'intérieur ou au sein d'un système politique libéral, comme le pensent d'autres auteurs, ben peut-être que cette révolution-là anthropologique, elle serait pas nécessairement vécue comme ça par monsieur, madame, tout le monde, par les citoyennes et les citoyens ordinaires, au sens où ce que ça peut finir par vouloir dire pour chacun d'entre nous, c'est peut-être de choisir du lait de soya plutôt que du lait de vache à l'épicerie, c'est peut-être de transformer un peu nos industries qui exploitent les animaux par de l'exploitation des végétaux, par exemple, où on peut transformer tranquillement, graduellement notre machinerie et espérer que l'économie s'ensuive et s'adapte graduellement. On ferait un paquet d'économies, en tout cas au niveau dans le domaine de la santé, certainement. Alors oui, une révolution extrêmement significative pour les animaux, en tout cas, mais peut-être pas une révolution une révolution idéologique avec des effets tellement grands pour les petits consommateurs et consommatrices que nous sommes. Vous en avez un peu parlé, là. Les véganes sont très favorables. En fait, ils sont absolument en faveur de l'abolition de l'exploitation des animaux. Mais il y a un animal dont les véganes parlent moins. C'est l'animal humain. Parce qu'il existe de l'exploitation des animaux humains. Est-ce qu'on doit comprendre que le véganisme est aussi une théorie politique, comme les autres, qui s'applique aussi à l'humanité? Les aspirations des véganes, en fait, du véganisme, c'est de lutter contre l'exploitation animale. Évidemment, on n'arrête pas de parler d'animaux non humains et d'animaux humains, c'est qu'on comprend bien, et on est les premiers à le faire, que les êtres humains sont des animaux eux aussi, et donc toutes nos revendications s'appliquent évidemment à l'exploitation des êtres humains également. Donc oui, c'est une posture qui est critique de l'exploitation de tous les êtres sensibles, incluant évidemment l'être humain. Et bien sûr, comme les revendications du véganisme sont quand même relativement modestes parce qu'il s'agit simplement de demander à ce qu'on arrête d'exploiter activement, à ce qu'on rejette autant qu'on le fait pour les êtres humains, l'exploitation des autres animaux. Et on disons qu'on a beaucoup plus, il y a des acquis au niveau humain, il y a toujours de l'esclavage, bien sûr, il y a des problèmes d'injustice horrible et d'exploitation de certains êtres humains, mais disons qu'officiellement, du moins, on a des outils législatifs, on a des positions de principe qui s'y opposent, qu'on n'a toujours pas pour les animaux non humains, les autres animaux. Donc, ce qu'on voudrait, c'est qu'au moins, il n'y ait plus cette discrimination-là, qu'on reconnaisse l'injustice quand elle concerne des victimes non humaines, au moins de la même manière qu'on reconnaît l'injustice quand elle concerne des êtres humains, mais ensuite, évidemment, lutter pour que toutes ces injustices-là cessent, bien sûr. Travailler en éthique, en droit, l'égalité, c'est la posture politique la plus exigeante pour une communauté politique. Et là, en étendant l'égalité à toutes les formes de vie sensibles, est-ce que vous avez entre les mains l'idéologie politique la plus exigeante de toute l'histoire de l'humanité? Bien, au niveau de la justice distributive, si on décidait, par exemple, de donner, comme le proposent certains auteurs, la citoyenneté à tous les animaux domestiqués qui existent à ce jour et qu'on appliquait les exigences de justice distributive, ça deviendrait effectivement un fardeau énorme. Et je pense que c'est un argument peut-être qui en faveur de ceux qui ont une position abolitionniste, extinctionniste, c'est-à-dire ceux qui sont contre l'exploitation, qui pensent qu'on doit mettre fin à l'institution de la domestication, mais qui pensent que ce que ça implique,
ce que ça impliquera à moyen terme, c'est l'extinction des espèces qui ont été domestiquées. Ça part évidemment d'une espèce de pessimisme, de l'idée qu'on n'arrivera pas à vivre en harmonie avec les animaux des autres espèces dans un rapport de proximité très étroit, là, sans finir par toujours en abuser, les exploiter parce qu'ils seront toujours plus vulnérables que les autres. Alors que les abolitionnistes, ceux qui veulent l'abolition de l'exploitation, mais qui ne sont pas extinctionnistes, vont dire qu'au contraire, on devrait pouvoir justement vivre en harmonie. C'est pas parce qu'on a toujours eu un comportement inacceptable à l'endroit des autres animaux qui se trouvent dans nos sociétés mixtes, humaines, non humaines, qu'on est condamné à toujours avoir un tel rapport. On pourrait les traiter comme nos égaux dorénavant et les côtoyer comme des concitoyens et des concitoyennes non humains, non humaines. Mais dans ce cas-là, en effet, je pense que le fardeau politique deviendrait vraiment sérieux. C'est pas nécessairement insurmontable. On n'empêche pas les gens d'avoir des enfants parce que ça coûte plus cher et qu'il faut se partager ensuite les ressources. Alors, peut-être que c'est tout à fait, oui, correct, mais c'est effectivement exigeant. L'approche extinctionniste l'est beaucoup moins, au sens où il suffit de ne plus, d'arrêter d'exploiter des êtres sensibles. Il y a plein d'autres choses qui peuvent subvenir à nos besoins qui coûteraient peut-être moins cher, finalement. Les animaux de compagnie sont souvent des carnivores ou des omnivores. Doivent-ils devenir véganes eux aussi? Est-ce possible, surtout? C'est une question qui est très, très, très controversée, évidemment, par les véganes. Les extinctionnistes n'ont pas ce problème-là, peuvent simplement dire, puisqu'on est contre l'institution de la domestication et que, selon nous, ça mène à la disparition des espèces domestiquées, on n'a plus à se préoccuper de ce problème-là. Par contre, ceux et celles qui vont défendre une théorie de la citoyenneté, je pense à Sue Donaldson et à Will Kymlicka dans leur formidable ouvrage Zoopolis, il y a cette question-là doit être posée. Et pour eux, comme ils reconnaissent l'importance d'accorder des droits fondamentaux à tous les êtres sensibles, il va de soi qu'il ne peut pas y avoir de nourriture qui provienne de la mise à mort d'autres animaux. On ne peut pas instrumentaliser certains animaux pour le bénéfice d'autres. Ce serait un non-sens. Donc, évidemment que les animaux qui continueraient à vivre dans nos sociétés mixtes humaines non humaines devraient être végétaliens, tout comme nous, on devrait l'être. Et vous en avez parlé un peu, mais le véganisme, à plusieurs égards, ça a l'air d'une orthodoxie, où il y a beaucoup de limites au comportement. Est-ce qu'on doit classer le véganisme dans la catégorie des religions séculières? Il est vrai on cherche à remplacer une idéologie dominante, celle du carnisme, par un autre système de croyance, par un système de croyance qu'on juge être beaucoup moins violent et beaucoup plus juste. Et on cherche aussi à convertir. On veut que les gens autour de nous ouvrent les yeux sur les horreurs de l'exploitation animale. Donc, en ce sens-là, il y a peut-être des rapprochements à faire, mais disons que contrairement aux grandes religions, on n'a pas de culte, de Dieu. On n'a pas d'autorité organisée comme l'Église, on n'a pas de prière, on n'a pas de rituel, il n'y a pas tout ça. En fait, plutôt que se fonder sur la foi, on pense en tout cas que notre façon de nous comporter et de se représenter le monde est beaucoup plus conforme à ce que la science nous dit. Alors, je pense que ça se rapproche beaucoup plus d'un véritable mouvement social et politique qui vise à faire avancer des idées de justice sociale plutôt qu'à une organisation religieuse. Vous avez nommé Will Kymlicka, qui a surpris beaucoup de gens avec son livre sur le bien-être animal. En fait, le multiculturalisme est une théorie controversée, mais dans ses livres, Will Kymlicka dit se soucier de l'autonomie des cultures, du respect de la différence. Et est-ce qu'on pourrait voir le véganisme, malgré tout, comme un projet colonial qui viserait à transformer toutes les cultures du monde, y compris les cultures autochtones qui dépendent depuis des millénaires de la chasse et de la pêche? C'est une question difficile parce qu'il faut se méfier de nous-mêmes, justement, avec notre passé hyper impérialiste. Il faut, et surtout, considérant le fait qu'on est ceux qui agissent de la pire manière avec les animaux non humains, envers les animaux non humains, c'est nous qui les exploitons le plus. Donc, il faut faire preuve d'une très grande humilité, je pense, si on s'adresse à des gens issus de communautés dont la culture est fondée sur certaines formes d'exploitation animale non humaine. Mais cela dit, je pense que le dialogue est tout à fait bienvenu.
et qu'il ne s'agit pas d'éviter de se parler, d'essayer de mieux se comprendre et d'essayer de discuter, en fait, qu'on appartienne à une culture ou à une autre, de ce qui est préférable moralement. Je pense qu'on peut simplement se nourrir de telles discussions. Mais c'est vrai que par prudence, on peut aussi être tenté de vouloir donner la parole peut-être à ceux qui sont de ces cultures-là et qui pourtant défendent les animaux peut-être en priorité. Il ne s'agit pas de se taire, de se censurer, je pense que là n'est pas la question, mais de soulever de manière respectueuse ces enjeux-là. Je pense que c'est tout à fait acceptable. On pourrait terminer par une question en vous citant, parce que le dernier passage de votre livre explique un peu tout l'essentiel qui existe dans la philosophie végane, où vous dites tout simplement, le véganisme devrait être pour nous la moindre des choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça signifie que notre obligation de cesser d'exploiter les autres êtres sensibles, ça ne vient pas à bout de toutes nos obligations de justice envers les animaux. Les débats vont beaucoup plus loin que ça. On se questionne sur ce qu'on doit aux animaux, par exemple, qui vivent dans la nature et qui souffrent beaucoup pour différentes raisons. Ensuite, est-ce qu'on n'a pas des droits positifs, justement, à l'endroit des animaux, en plus des droits négatifs, c'est-à-dire des droits qu'on doit leur concéder, des droits à quelque chose, comme à des soins de santé, par exemple, ou à une socialisation adéquate si on continue à vivre avec eux dans nos sociétés mixtes, humaines, non humaines. Ces questions-là doivent être posées. Le véganisme est beaucoup moins ambitieux que ça, en fait. Il nous demande simplement d'arrêter de causer du tort, d'arrêter de faire du mal. Il s'agit de se retenir d'agir contre les animaux, contre leur vie, contre leur bien-être, contre leur liberté. C'est quand même modéré tout compte fait comme position.